Eh bien, bonjour à tous. On va parler diagramme aujourd'hui. Non, cette présentation n'a pas été finie au dernier moment, c'est faux. Alors, pour commencer, je me présente rapidement. Moi, c'est Paul. J'ai 28 ans, je suis responsable de l'infra chez Semeya. Je suis aussi DPO et donc je suis arrivé il y a un peu plus de 6 ans chez Semeya. Je n'avais pas prévu de représenter Semeya parce qu'il y a souvent les mêmes têtes et comme on l'a déjà présenté 2 fois, on ne va pas répéter encore. Mais pour ceux qui jamais le veulent, nous, on fait une solution de télésuivi de patients atteints de maladies chroniques. Donc, on va aider les médecins à mieux suivre les patients qui sont atteints de maladies graves. On est sur plein de pathologies, c'est un peu notre cœur de métier. Donc, on fait à la fois des greffes, des cancers et plein d'autres choses. À dispo pour en discuter à la fin si ça vous intéresse. On recrute. Belle passe décisive. On recrute toujours un poste en infra dans notre équipe, justement. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé. Ça, est-ce que ça vous parle, ce genre de truc, ce genre de diagramme de l'enfer sur un tableau blanc sur lequel, globalement, il y a plein d'idées qui se mêlent, où il n'y a pas de légende, il y a des flèches avec des tirets, d'autres sans. Il y a des points d'exclamation avec marqué à sécuriser un peu partout, parce que ça va être critique sinon. C'est globalement de ça dont on va parler aujourd'hui, et c'est ça qui nous intéresse. Et donc, une première question pour sonder un petit peu, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire ce genre de diagramme? Ça lève des demi-mains aussi? Ok, très bien. Eh bien, en fait, un peu dans l'univers des diagrammes, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous connaissez sûrement l'UML, qu'on apprend un peu tous à l'école, et du coup, on sort tous très naïvement de nos études, on se dit, bah, c'est bon, c'est ça qui va nous résoudre tous nos problèmes. Muris, quand on fait des bases de données, et ensuite, il y a plein d'autres choses qui n'ont pas forcément de nom, mais qu'on va pouvoir utiliser très souvent pour architecturer comment vont dialoguer ensemble nos différents systèmes, ou alors comment est-ce qu'on va déployer nos applications en essayant de mêler un peu tout ça. Et souvent, c'est un peu le foutoir. Surtout qu'au-delà de ça, au-delà des différentes notations et de ce qui peut exister, il y a aussi plein d'outils. Et donc là, c'est un peu la guerre des gangs. Dans telle équipe, on va utiliser ça, dans une autre, on va utiliser ça. Sachant que voilà, il y a des diagrammes qu'on va faire qui vont être plus ou moins jolis, d'autres qui vont mettre beaucoup d'importance sur l'aspect visuel pour bien comprendre. Ensuite, il y a même un peu une dernière vague récemment avec tout ce qui était diagramme as code directement dans certains logiciels, par exemple ceux qui utilisent Notion. On peut utiliser Mermaid. En fait, c'est juste du code et il va dessiner des boîtes. C'est super, c'est cool. Pour autant, est-ce que ça solve tous les problèmes? Je ne sais pas. Et c'est de ça dont on va discuter aujourd'hui, parce que finalement, le constat est assez complexe. On a moult types de modélisation pour plein de sujets différents, pour moult usages et avec moult outils. Ça fait beaucoup de moult, mais tout ça pour dire que c'est vraiment compliqué. Et donc, dans tout ça, il y a toujours cette question à chaque fois, dans les équipes, ça revient très souvent. Je dois faire un diagramme pour détailler un nouveau composant. On utilise quoi? Et là, il y a plein de choix, souvent. Donc, chaque équipe va faire ses choix. Après, il y a les guerres de chapelle, et ainsi de suite. C'est comme ça commencent les problèmes. Donc, aujourd'hui, on va parler de ces 4 modèles. C'est ça qui va nous intéresser. Est-ce que les gens connaissent ou pas dans la salle? Personne, peut-être une personne, à moitié, un petit peu. Ces 4 modèles, le nom vient d'où? Des 4 C. Et c'est ça qu'on va essayer de creuser. C'est l'idée de ces 4 modèles, c'est de définir plusieurs couches qu'on va définir ensemble. La première, celle de plus haut niveau, c'est ce qu'on appelle le contexte. On va définir ça plus en détail après. On a également la couche container, components et code. C'est les 4 couches, d'où le C4, ça vient de là. Il n'y a pas de miracle. Ces 4 couches, pour essayer de les voir vraiment un peu de la meilleure manière, il y a une façon assez chouette de l'expliquer. C'est en utilisant un parallèle avec la géographie. Et si aujourd'hui je vais vous présenter où nous sommes pour ce meet-up, c'est-à-dire à Toulouse, dans les locaux de Semeya, on va commencer par une première couche pour pouvoir vous indiquer l'espace géographique où nous sommes, la couche de contexte, donc c'est très très large, c'est du très très haut niveau, donc nous sommes en France. Voilà. Ensuite, on aura la couche container, la deuxième couche, qui elle du coup va plutôt s'adresser à la Haute-Garonne. Nous sommes dans cette partie de la France. Le composant, c'est l'équivalent globalement de centrer ça sur Toulouse. Et enfin le code, on est vraiment au plus proche de la réponse. Donc vous l'avez compris un petit peu, ces 4 couches, elles servent à zoomer et dézoomer au sein de l'infrastructure, au sein de l'architecture qu'on met en place. Et c'est ça qui est super intéressant parce que c'est de cette manière
que le C4 modèle essaie de répondre à cette problématique, de faire des diagrammes un peu dans tous les sens, par justement cette modélisation qui est proposée. Donc la couche de contexte, si on résume un petit peu, c'est on va modéliser le système logiciel dans son ensemble. C'est ça qui va être intéressant. Donc c'est vraiment une vue très très haut niveau, même lisible par le métier. C'est ça qui la rend très intéressante, c'est que c'est une doc technique, mais qui sera compréhensible par le métier parce que justement ce sera du très haut niveau. Vous verrez après. Les containers, là on rentre, ça y est, un petit peu dans la technique. On va parler de blocs techniques, d'unités exécutables, et il ne faut pas confondre container en ce sens avec les containers Docker, c'est pas la même chose, même si effectivement on peut avoir un mapping, les containers peuvent se représenter sur cette couche, mais c'est plus large que ça, la notion ici de container. C'est vraiment une unité exécutable, que ce soit un serveur ou un container, peu importe. Une base de données quelque part, des lambdas ou autre chose. Les composants, donc là encore une fois c'est un terme très générique qui veut tout et rien dire, mais dans l'idée du C4 modèle, c'est l'ensemble cohérent de fonctionnalités et surtout qui se déploie en tout en un. Donc c'est pas séparable, c'est forcément une unité. Donc là par exemple ce sera des classes, des contrôleurs, ce genre de choses. Donc là on arrive vraiment dans le code et comment notre code est structuré et architecturé. Et enfin le code, ça c'est assez simple, c'est vraiment l'implémentation en tant que telle des composants. Et là le C4 modèle repose notamment sur d'autres diagrammes. Du coup, il délègue un peu cette partie-là pour l'aspect visuel. Du coup, ce sera des diagrammes de classe UML, des entités relations, ce genre de choses. Donc là, c'est assez libre. On le verra un peu plus en détail après. Donc ça, c'est nos 4 couches. Et donc, C4 modèle, c'est un modèle. Okay, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est un concept, pardon. Ce qui est différent de fait, soit d'une notation ou d'un outil. C'est vraiment dissocié. Donc C4 modèle, c'est quelque chose de très large qui peut s'utiliser avec plein d'outils ou des notations différentes. C'est vraiment pas imposé, j'ai envie de dire. Sur le site de C4 modèle, justement, il liste tous les outils qui sont mis à dispo et toutes les notations différentes qui peuvent permettre de représenter des choses, des archis, via cette modélisation de C4 modèle. Et il y en a une en particulier qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle-ci, qui est Structurizer. Structurizer, alors pourquoi ce choix? C'est assez simple, vous allez voir. C'est que Structurizer a été créé par Simon Brown, qui est le créateur de C4 modèle. Et du coup, c'est un outil qui répond très facilement, en termes de notation et du coup d'outils et de manière visuelle, aux problématiques qu'il a lui-même adressées via ces différents concepts. Donc ça, c'est chouette. Et donc, on a finalement un moyen technique de représenter très facilement toute la modélisation. Et c'est ce qu'on va voir ensemble juste après. Donc Structurizer, enfin l'outil ultime, oserais-je le dire. Donc Structurizer permet premièrement de faire donc, du diagramme as code. Donc c'est clairement du code qu'on va écrire, on va en écrire un petit peu ensemble après. On va définir des éléments réutilisables, ça va être chouette. On va définir les modèles qui sont dans notre architecture, les vues qu'on veut faire apparaître. Ça supporte donc différents diagrammes, vous allez pouvoir le voir ensuite, soit quelque chose de très statique, on va pouvoir même rajouter du dynamisme, avoir des enchaînements qui peuvent s'afficher. Et c'est enfin quelque chose d'open source, donc il y a 3 possibilités de l'utiliser. Soit en version light, c'est ce que je vais vous montrer là, c'est un container Docker qu'on lance et qui permet de faire tourner ça très facilement sur la machine. On-premise, si jamais vous avez l'envie de l'héberger complètement dans votre infra, chez vous, donc pour votre boîte, pour que tout le monde puisse l'utiliser au même endroit. Et il y a une offre SaaS aussi, qui apparemment est pas mal, mais j'ai jamais testé. Et donc notre projet aujourd'hui, c'est quoi? Ce sera de créer un site, donc une infra, donc un diagramme pardon d'une architecture qui permet de gérer l'ensemble du Meetup Toulouse-RB. Pour ça, on va devoir gérer des inscriptions de participants, des rappels par SMS et email pour chacun des prochains événements, les CFP pour les différents speakers pour proposer des talks. Enfin bref, Fabien le dit, il faut proposer des talks, donc il faut cette feature. Et enfin, donc on aura 2 vues possibles, soit un back-office pour les admins, ou alors un front pour les différents utilisateurs. Donc l'objectif, là on va faire un petit peu de code ensemble, c'est d'essayer d'aller vers cette modélisation et de voir un peu comment C4 modèle répond à ces problématiques avec Structurizer, et voir un peu comment tout ça se débrouille. C'est parti. Donc je vous parlais, donc je vais zoomer, hein. On va voir un peu comment ça se passe, mais je vais zoomer. C'est devenu tout moche, mais la commande à voir sur cet écran, c'est celle-ci. Donc je vous parlais de la version light. Ceux qui ont fait un peu de Docker, c'est juste et uniquement ça. On lance un container Docker à partir de cette image. On partage juste nos différents fichiers.
et ça marche. Et je vais vous montrer un peu l'interface qu'on a derrière. Au niveau du code, voyons voir ça. Tac. Est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez à peu près? Ou est-ce que vous voulez que je zoome encore? Ça va? Ok. Je vais cacher le file tree juste après, mais juste pour vous montrer comment ça se passe. Là, on est dans le dossier démo 1. Structurizer génère 2 fichiers. On a le fichier de DSL, qui est juste là. Ce fichier, c'est dans celui-là qu'on va travailler. C'est vraiment le code qu'on écrit en tant que tel. C'est vraiment ça notre référence. Et ensuite, la vue, donc le fait de générer quelque chose de visuel, c'est autogénéré. C'est dans workspace.json, donc ça on n'ira pas voir, on s'en fiche un petit peu, mais ce qui est important de savoir en tous les cas, c'est que le modèle est différent de la vue, et donc en cas de conflit, notamment sur Git, c'est quand même bien cool, parce qu'au moins les deux sont dissociés. Ça ne solve pas tout, mais c'est au moins ça. Alors, comment ça se présente? On a ici un workspace, donc, qui nous permet d'entamer notre modélisation C4, dans lequel on va retrouver 2 clés. La première, c'est modèle. La deuxième, c'est vue. Donc, comme je vous ai dit, on a vraiment les modèles qui sont dissociés de la vue, et c'est ça qui est cool. On va commencer par les modèles. Donc là, on a un premier exemple qui est vraiment très simple. J'ai défini 3 personnes. Là, d'ailleurs, petite remarque, vous pouvez voir que nous avons de la coloration syntaxique sur les différents éléments. Il y a une extension VS Code, donc c'est assez cool. Ici, je déclare 3 personnes, donc membres, organisateurs et speakers, avec des petites descriptions, etc., etc., qui vont nous permettre, enfin, on va pouvoir les repérer dans le diagramme ensuite pour voir qui utilise quoi. Ensuite, j'ai déclaré 2 groupes. Un groupe donc pour Toulouse RB et un groupe third party. Quel est l'intérêt de ces groupes? On va avoir, nous, notre architecture telle que nous, on va la faire, qui va utiliser notamment des services tiers qu'on regroupe du coup dans un deuxième groupe. Comme ça, on a un peu une modélisation séparée. On a ce qui va concerner Toulouse RB et des choses externes. Si on commence directement par les choses externes, ce sera plus simple et c'est vraiment la partie la plus simple dans tous les cas. C'est celle-ci. On a un email provider qu'on va déclarer comme software system. Le software system, c'est quoi? C'est la plus grosse brique possible. Donc la brique de la première brique. Donc c'est un gros élément. On a également un SMS provider qui va permettre d'envoyer des SMS. Encore une fois, un software system, c'est vraiment de la première couche, donc quelque chose de très gros. Si on regarde un petit peu ce que on a au niveau de notre groupe à nous, donc Toulouse RB, ce qui va nous intéresser. On a ici le système Toulouse RB, donc encore une fois, on est vraiment très haut niveau, le système Toulouse RB qui va contenir des briques logicielles. Donc on commence par là, un software system. Et ce software system, si j'agrandis, j'avais caché un petit peu, on va avoir plusieurs choses dedans. Et là, je vous dévoile la stack de fou. On a une App-Rails, évidemment. On aura un front, un BO, une base de données et Sidekick qui va permettre de nous faire de lancer des workers. Et c'est lui qui s'occupera d'envoyer des SMS et des emails pour faire ça de manière asynchrone. Donc là, on voit pour chacun de ces éléments-là, ce sont désormais des containers. Donc la seconde couche. Donc là, on voit bien la représentation. Première couche, vraiment les software systems de très haut niveau. Et dedans, on va rentrer un peu plus dans le détail. On a des containers qui vont décrire comment se compose cette couche-là. Voilà pour cette première itération. Maintenant, si on veut avoir une petite vue déjà pour voir des choses, avant la vue, on va commencer à faire des relations entre ces différents composants. Et c'est là où ça commence à être intéressant. C'est là tout l'intérêt du DSL, c'est qu'on a des membres qui vont effectivement faire des requêtes, donc qui seront liés directement au front. On peut les décrire et préciser également une techno pour pouvoir les regrouper ensuite. Donc les membres utilisent le front, les speakers aussi, les organisateurs également, et les organisateurs sont les seuls à pouvoir utiliser le back-office. On a le front-end qui lui va communiquer avec la Rails, le BO également avec la Rails, et ensuite on a le email et SMS provider qui, eux, seront liés aux différents membres pour envoyer des SMS et des emails. Est-ce que jusque-là, ça va à peu près sur la définition des modèles? Oui, cool. Voyons donc la vue. Donc la vue, de la même manière, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Ce n'est que ça, c'est 3 lignes, 4 pour être exact. Je vais déclarer un landscape, donc là c'est vraiment un panorama qui s'interface autour de notre système Toulouse RB. J'inclus tout, c'est-à-dire tous les éléments dont Toulouse RB System et ceux qui sont liés autour, et je demande à faire un auto-layout, c'est-à-dire que la disposition sera faite automatiquement. Et donc ça, si on regarde un petit peu le résultat, vous allez voir, c'est magique. Je vais zoomer. Ça donne ça. Est-ce que vous voyez à peu près? Ça va? Je vais zoomer un peu plus. Tac. Alors, on avait commencé par là, les third party services. Donc vous voyez, je vous avais dit, on fait un groupe.
pour les regrouper de cette manière, comme ça on peut bien les distinguer. Ici, on a même la possibilité de décrire quel fournisseur c'est exactement, techniquement. Donc là, par exemple, on a pris Twilio et SendGrid. Ces différents providers vont envoyer des SMS aux membres du Meetup pour leur rappeler quand se tient le Meetup. Et si on descend un petit peu, on a donc notre système principal. Ici, donc, on voit le groupe également, Toulouse RB Hosted Services. On a ici la définition. Et au-dessus, donc, on a les différentes personnes qui viennent utiliser ce premier composant de très haut niveau. Ça, c'est la première couche. Donc, vous voyez, c'est quand même quelque chose d'assez simple. On a un diagramme qui a été généré avec quand même assez peu de lignes. On a 45 lignes, on a quelque chose qui est généré. En auto-layout, c'est-à-dire que là, je ne peux rien bouger, je ne peux rien toucher, ça c'est généré automatiquement. Pour la disposition, pour info, ça utilise GraphViz. Et vous allez voir après, on va l'utiliser un peu plus en détail. Ça c'est chouette, mais on peut aussi reprendre la main, comme on le verra. Ça, c'était le premier exemple. On va aller maintenant un petit peu plus loin et essayer de descendre sur la seconde couche pour rentrer un peu plus dans le sujet. Donc, j'ai préparé un petit peu la suite. Là, l'idée, donc, on retrouve évidemment nos différents composants qui sont là, mais là, cette fois-ci, on va vouloir les voir en tant que tels. On a donc rédigé quelques relations supplémentaires qui sont là. J'ai fait des relations en plus pour dire quoi? Pour dire que la Railsap, elle envoie des jobs à Sidekick, et Sidekick, c'est lui qui s'occupe d'envoyer les emails et SMS donc, à nos différents providers. C'est lui qui fait les requêtes. Vraiment, 3 lignes d'ajout. Si on descend sur la vue, maintenant, puisqu'on va avoir une vue de plus bas niveau de cette couche numéro 3, enfin numéro 2, pardon, on a une nouvelle vue qui est là, qui est donc une vue container. Tout à l'heure, on était sur un système contexte, maintenant on est sur un container. Donc on veut vraiment une vue du second niveau, où on inclut tout, mais cette fois-ci, il n'y a pas auto-layout. Donc je vais vous montrer un petit peu la différence, et on va voir ce que ça donne. Touc. Ah, petit effet démo, tranquille. Hop. On refresh. Et oui, à peu près, on va voir. Donc, au niveau du système contexte, étant donné qu'on a rajouté des briques en disant que Sidekick envoyait les SMS et les emails, il en a déduit que Sidekick, lui-même qui est compris dans Toulouse RB, donc c'est une brique qui est dedans, comme on l'a vu, et ben, de fait, il y a des relations qui ont été créées entre Toulouse RB et SMS Provider. Donc là, on a une inférence de ces relations-là. On n'a jamais dit que c'était Toulouse RB qui envoyait des SMS ou des emails, on a dit que c'est Sidekick qui est compris dedans. Et donc, du coup, il va nous le dessiner sur le schéma de plus haut niveau. Donc là, dès lors que vous allez commencer à dessiner des relations entre les composants de bas niveau, elles vont pouvoir se refléter sur les hauts niveaux. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que de fait, à chaque fois qu'on va creuser un peu en détail, il y a des choses qui vont remonter de manière très haut niveau, alors qu'on ne les ait pas explicitement dessinées. On a juste dessiné sur du bas niveau, et ça remonte tout seul. Et donc si on prend la vue donc Toulouse RB, donc vous pouvez voir ici, si je zoome un petit peu plus, il y a une petite loupe qui est apparue. Et quand je passe ma souris, on a également un hover, je peux zoomer dedans. Ça nous l'indique. Donc si je double-clique, on voit désormais le diagramme de la seconde couche qui a été généré tout seul. Donc là, je vais zoomer. On va regarder un peu plus en détail après, mais vous voyez que là, c'est un peu le bordel. Il y a un truc qui s'est mis dans le coin, tout simplement parce que Auto-Layout n'est pas activé. Donc là, je vais l'activer. On peut faire un coup de bucket magique, ce qu'on appelle, pour déclencher GraphViz, mais en gardant la main quand même sur le layout. Auto-Layout, et voilà. Il nous fait un truc tout beau, donc on va zoomer, ne vous inquiétez pas. On va zoomer là-dedans, mais on a désormais quelque chose, en tout cas, un peu plus lisible. On va reprendre un peu ça de haut en bas. On a désormais donc l'organisateur qui utilise le BO, également le front, les speakers qui utilisent le front. Le BO et le front interagissent avec le monolith Rails. Ce monolith Rails, donc là vous voyez, je vais dézoomer un tout petit peu, on a un cadre qui malheureusement est un peu clair encore, ici là, qui était dessiné. Donc vous pouvez voir qu'il y a des petites bordures autour. Ces bordures-là, je vais zoomer un peu dessus, définissent justement le système Toulouse RB. Donc celui dans lequel on a zoomé est défini ici. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, si je redézoome pour avoir une vue un peu plus globale, on a donc des choses en dehors, enfin toutes les relations qui vont à l'extérieur de ce système dans lequel on a zoomé sont dessinées. Donc on voit l'intérieur de notre composant et tout ce qui en ressort. Donc là, encore une fois, c'est super cool pour voir un peu les différentes interactions entre différents composants d'une même architecture. Si on rezoome, donc, on a notre, dans ce système Toulouse RB, on a notre monolithe qui utilise une DB, qui utilise Sidekick pour les jobs, et Sidekick, on voit bien ici la démarcation, va appeler des providers externes pour les SMS et les emails.
Et enfin, on voit ici les emails et SMS qui sont envoyés aux membres du Meetup. Voilà. Donc encore une fois, vous avez vu, pour avoir une couche supplémentaire, c'était assez simple, j'ai juste déclaré une vue de plus, et ça réutilise tous les modèles, toutes les relations. C'est quand même assez chouette. Mais là, franchement, si vous me dites que ça c'est joli, j'ai un peu de mal à le croire. Ok, c'est peut-être bien disposé, mais franchement, on voit pas grand-chose. Donc essayons de mettre un peu de couleur, parce que qui dit vue, dit aussi style. Et donc l'idée, c'est qu'on va pouvoir styliser tout ça pour essayer de mettre un peu plus de forme, réussir à faire émerger des choses, avoir une vue un peu plus pratique, et aussi, dans le même temps, zoomer sur notre monolith trace, puisque à la base, on veut quand même pouvoir descendre un peu plus bas sur la troisième couche, donc les composants, et voir notamment quels sont les contrôleurs dans ce monolithe, pour pouvoir voir toutes les interactions. Alors, démo 3. Tac. Donc ici, on récupère la même chose, sauf que cette fois-ci, notre Rails app, qui était donc un container de la couche 2, va elle-même imbriquer, comme on le voit là, des composants donc de la couche 3. Donc de la même manière, on va juste imbriquer des choses. Ici, on le reverra sur le graphique, mais on a un élément pour, donc c'est un contrôleur ici, pour l'enregistrement des différents utilisateurs, une gestion des événements pour créer les différents meetups, avec une date, etc. etc. Un module qui va permettre de gérer les CFP, pour que les speakers puissent proposer des choses. Enfin, un contrôleur qui va permettre d'envoyer des messages, et forcément le BO Rails Admin, dans ce cas-là, par exemple. Sur le reste, rien ne change. On a juste détaillé cette vue-là. Sur le groupe Third Party Services, aucun changement non plus. Et donc cette fois-ci, évidemment, on va détailler un peu plus les relations. Où là, on va voir, c'est le message controller qui envoie directement à Sidekick les différents jobs, qui va pousser les jobs dans Sidekick. Et on aura également quelques petites choses ici. Donc le module qui s'occupe de l'inscription des membres du Meetup va sauvegarder des choses en base. Pareil pour les événements, pour les présentations aussi. Et Rails Admin vient lire directement en DB. Voilà, on a représenté assez facilement les choses. On va également voir au niveau de la vue ce que ça donne. On a rajouté une vue ici qui s'appelle Rails App, qui donc est une vue au niveau du composant avec auto layout et ça inclut tout. Et donc je vais vous montrer un petit peu ça. Et donc la petite parenthèse que je voulais vous faire, c'était sur le style, où en fait, vous l'avez vu tout à l'heure, on a quelques keywords qui apparaissent dans la définition. On a des personnes, on a des software systems, des containers, des components. Et donc tout ça, en fait, un peu à la manière de CSS, on va pouvoir récupérer ces ID-là pour appliquer du style. Et donc ici, on a des choses vraiment fournies sur un plateau. Par exemple, pour les personnes, on va déjà pouvoir choisir la forme, pour pas que ce soit des rectangles, mais avoir des personnes visuellement, pour pouvoir le voir. On peut évidemment choisir des couleurs, des tailles de choses, et ainsi de suite. On a différentes shapes, par exemple des rounded box, et on a aussi des cylindres. Pour les DB, c'est quand même pratique, pour pouvoir les dissocier. C'est quand même cool. Également des web browsers pour les différents fronts. Comme ça, on peut bien dissocier les fronts, des vraies briques techniques, et au final, on a quelque chose d'assez cool. Et donc là, démo 3, ça donne ça, ce qui est quand même un peu plus visuel. Donc on va rezoomer là-dedans pour essayer de vous faire comprendre un petit peu l'essentiel de tout ça. Donc on reprend ici nos speakers, évidemment c'est quand même plus sympa de les voir comme ça. On a nos providers qui sont un peu plus foncés, et donc notre Toulouse RB qui est au milieu. Toulouse RB de la même manière, si je, si je clique dessus, on rentre dedans. Donc là, c'est pareil, on a nos speakers là-haut, les fronts on voit bien qu'ils ont été bien designés, avec justement cette petite apparence de browser. Le monolith trace qui est là, on va zoomer dedans juste après, la DB qui ressemble à une DB, et ainsi de suite. Donc là, finalement, vous voyez, en très peu de lignes quand même, on a un truc qui se regarde quand même beaucoup plus facilement, qu'on peut présenter aussi à des équipes, et qui arrive à dissocier les différents concepts de notre architecture, qui montre bien les liens entre eux. Et si on zoome sur la dernière couche, ici là, on a donc la dernière présentation. Ici, encore une fois, vous voyez, on a le Rails monolith, je vais bien zoomer, je ne sais pas si vous voyez bien, avec les petits pointillés ici, qui nous indiquent qu'on a zoomé dans cette dernière brique. Donc ça, là, on est sur la couche 3, la couche composant. Et ici, on va voir donc nos différents contrôleurs en l'occurrence. Donc le Presentation Management Controller, qui lit et écrit en DB. Pareil pour celui des événements. L'enregistrement toute la gestion d'inscription et ainsi de suite des membres du Meetup. Rails Admin, évidemment, qui va aussi lire en base. Et de l'autre côté, le Message Controller, qui lui va mettre des jobs directement dans Sidekick. Et ça, encore une fois, ça a juste utilisé toutes les relations qu'on avait définies, et il arrive à recréer ça avec quelque chose qui, de prime abord, est quand même visuellement assez plaisant, qui, encore une fois, est généré automatiquement avec layout. Là, j'ai absolument pas fait de remodification.
je ne peux rien bouger. Est-ce que ça va là-dessus? Cool. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu jusqu'où on peut aller. Donc, on va faire un petit saut dans le temps, où là, je vais vous montrer de manière finale, une version finale, un petit peu plus épurée, sur laquelle j'ai retouché des petites choses, donc sans auto-layout, pour avoir finalement une une architecture un peu plus lisible. Et également, il y aura une deuxième problématique que je vais vous montrer. Donc, c'est la démo finale. Voilà. Donc, sur la définition, j'ai fait peu de choses. Je n'ai pas changé grand-chose. J'ai pas rajouté, j'ai rajouté d'ailleurs aucune relation, aucun modèle. On est vraiment sur la même chose. Si je vous montre ce que ça donne, vous allez me dire c'est un peu pareil. Tout à fait. Tac. Donc, de haut niveau, ça donne ça. Ici, pareil, j'ai rien bougé. Et là non plus. Donc à ce niveau-là, j'ai rien changé. Mais par contre, j'ai quand même rajouté une chose, qui est que là, ok, on a visuellement 3 couches. La première qui, effectivement, même niveau métier, peut se comprendre. On peut expliquer à des gens du métier qui ne sont pas de la tech que oui, on a une brique principale qui va communiquer avec 2 fournisseurs externes pour envoyer des SMS, des emails. Jusque-là, on comprend à peu près. Si on rentre plus dans le détail, ça devient déjà un peu technique. Et là, évidemment, c'est plutôt pour les devs. Mais pour les gens qui font un peu d'infra, comment ils font? Parce que là, du coup, ça, c'est bien gentil. Mais c'est déployé comment, où? Est-ce qu'il faut encore refaire des diagrammes qui vont montrer comment est-ce qu'on déploie ça sur un autre outil? L'idée, c'était que non, justement, de faire en sorte que Structurizer, avec du C4 modèle, permette de le faire. Puisqu'on a déjà déclaré tous les modèles, l'idée, ça va être de créer désormais une autre vue, qui sera une vue déploiement, qui va montrer comment tout ça s'est hébergé. C'est là où c'est assez cool, parce qu'on va strictement rien toucher dans la définition des modèles ou des relations, on va juste dire où sont hébergées chacune des briques. Et donc, c'est ça que je vais vous montrer. Comment ça se définit? On va commencer avec un premier scénario très simple, quelqu'un qui qui aime les monolithes autant dev que d'infra et qui fait une VM avec tout dessus. La DB, absolument tout le reste. Pourquoi pas, après tout. Donc du coup, ce sera la single VM production. On peut préciser, vous voyez, donc on a un environnement de déploiement qui est ici. On va préciser un deployment node, donc c'est juste une unité de déploiement. On peut imbriquer des nœuds de déploiement autant qu'on veut, ça pose pas de problème. Ici, en l'occurrence, on va dire que c'est une VM qui est sous Debian. Et on va dire qu'il y a 3 instances de containers. C'est marrant parce que ça reprend un peu des concepts dans le nommage de Docker, alors que c'est pas du tout la même chose, mais on a ici des instances, d'accord, qui vont être, donc on va dire que sur cette VM, on va avoir la Rails app, la DB et Sidekick qui tourne dessus. On va avoir un autre nœud dans lequel, du coup, ce sera les ordinateurs des clients, tout simplement, sur lequel on aura le front et le back-office. C'est un web browser. Et enfin, on a 2 nœuds différents. L'un est chez Twilio, l'autre chez SendGrid, pour, du coup, cette fois-ci, c'est pas des containers instances, c'est des software system instances pour notre email provider et SMS provider. Voilà, ça s'arrête là. Et donc, voyons voir un petit peu ce que ça donne. Ça donne ça. Si je zoome un petit peu, on récupère en haut web browser. Notre back-office et le front-end ont bien été regroupés pour bien identifier que ça c'est la même section. Ce sera des browsers clients. En dessous de ça, on a ici une VM, Toulouse RB Production. On remonte également les technos. On peut mettre des petits logos, ça c'est sympa. Des couleurs, etc. On peut faire des trucs très fancy. Avec de fait les 3 briques qui sont hébergées sur cette machine. On garde évidemment toutes les relations qu'on a déjà décrites auparavant. On peut bien les voir ici. Et enfin, forcément, nos 2 autres nœuds de déploiement pour les emails et les SMS, avec de fait Sidekick qui les envoie, et donc on peut également voir les liens. Voilà. Là, on peut déjà faire un diagramme d'infra, alors qu'on n'a rien redéclaré. Si jamais on a des composants qui évoluent avec de nouvelles relations, le diagramme d'infra est automatiquement mis à jour, c'est quand même assez chouette, et l'ensemble des autres diagrammes. Maintenant, je me suis dit, il y a forcément des gens qui vont dire, oh quoi, on fait un monolithe d'infra, c'est dégueulasse. Ok, alors essayons de faire un truc un peu plus stylé, avec du public, du cloud public. On va mettre des choses un peu partout, donc on va mettre chez Scaleway, un peu ailleurs. On va voir un peu ce que ça donne. Chez Heroku, puisqu'il y a quand même beaucoup de Rails sur Heroku, pourquoi pas. Donc c'est tout simplement une autre vue de déploiement. Donc imaginons qu'aujourd'hui on était sur une infra, sur une seule VM. On veut faire une migration. Et de la même manière, on ne va pas détruire le diagramme précédent, on va juste recréer une nouvelle vue. Et donc du coup, on peut avoir très bien les 2 diagrammes qui vivent en parallèle, sans duplication des modèles. C'est juste de la réutilisation. Et ça, c'est quand même chouette. Donc là, on a un nœud de déploiement qui s'appelle Heroku.
Et donc là, on va utiliser le fait de pouvoir nester des nœuds de déploiement. Chez Heroku, on va avoir deux choses différentes. On aura un Performance Dino pour l'AppRails et un Basic Dino pour Sidekick. Également, on aura un nœud de déploiement chez Scaleway pour la DB, donc on va prendre une DB optimized. Donc là, on met juste la database. Les fronts, ils sont toujours dans web browser. SendGrid à son nœud, Twilio à son nœud. Voilà, assez simple. Et donc là, on a ce diagramme qui a été généré. Si on zoome un peu, on peut bien revoir ici qu'on a notre nœud Scaleway qui apparaît avec uniquement la DB, avec les différentes infos. Et ensuite, on a notre nœud Heroku qui est là, avec le Basic Dino et le Performance Dino qui sont montrés. Donc ça, c'est quand même sympa. Là d'ailleurs, j'en profite parce que je vois que vous pouvez voir la flèche n'est pas droite du tout. C'est quand même pas ouf s'il y a des perfectionnistes. Ça, c'est assez relou en général, de toujours essayer de voir le décaler ça bien. Bah, vous pouvez juste, et ça c'est assez cool dans l'interface, vous sélectionnez les deux briques, vous avez en haut des petites choses qui vous aident à tout aligner. Et voilà. Ça c'est quand même magique. Je vois que je ne suis pas le seul dans la salle. Et on a donc une infra qui est déployée avec des outils, enfin qui est un diagramme d'infra, pardon, qui reflète ce changement d'infrastructure. C'est 15 lignes à tout casser, qui reprend tout l'essentiel. Et encore une fois, s'il y a des changements sur des flux, s'il y a de nouvelles briques qui arrivent, ce diagramme, il faudra juste rajouter effectivement l'instance où elle est déployée et on récupère tout le reste. Donc encore une fois, c'est ça vraiment le gros avantage. Voilà un petit peu pour ce projet, notre projet, pour déployer le système du Meetup. Est-ce que vous avez des questions là-dessus avant que je passe sur d'autres exemples? Thomas, ouais. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est vous qui pouvez le faire. Il y a également, évidemment, puisque c'est pas mal utilisé, il y a des listes récupérables en ligne, et notamment, je vais vous le montrer après pour AWS, où vous avez les 650 produits qui sont listés avec toutes les icônes, tous les trucs. Ça facilite tout quand même. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, je crois que c'est celui-là, voilà. Ça, c'est l'exemple AWS. Donc là, je suis sur le site directement de Structurizer. Ils ont pas mal d'exemples qu'ils mettent à disposition, desquels vous pouvez vous inspirer. Je vais zoomer un petit peu, et donc là, vous voyez, ils ont utilisé, par exemple, là, ils définissent un deployment node directement pour le fait qu'on soit chez AWS, les différentes zones que vous pouvez de fait aussi représenter de cette manière, et ensuite les différents produits. Un load balancer, ensuite les apps qui sont différents, avec par exemple un auto-scaling group. Voilà, le fait qu'on puisse imbriquer des choses, ça fait qu'on va vraiment pouvoir représenter l'infra telle qu'elle est, sans pour autant avoir trop d'overhead sur la déclaration des choses. Donc ça, c'est une des particularités qui est assez chouette, c'est qu'on peut récupérer notamment les styles de design et ainsi de suite, des gens qui ont déjà été faits. Et tout à l'heure, je vous avais parlé d'autres types de diagrammes, et je pensais notamment, d'abord la quatrième couche. Là, je ne l'ai pas évoqué dans mon exemple précédemment, parce que j'ai pas eu trop le temps et l'occasion de l'utiliser. Pour moi, la quatrième couche, j'en parlerai après quand on fera un peu la conclusion, c'est encore quelque chose d'assez mystique, parce que ces 4 modèles vous donnent pas, et Structurizer vous donnent pas la main pour le définir vous-même. Ils se basent sur d'autres outils. Donc, si vous voulez déclarer sur la couche 4 l'interface de vos classes, vous faites un diagramme UML et c'est ça que vous allez incorporer. Et donc, vous incorporez l'image directement. Donc, il faut générer l'image pour l'incorporer. Donc, c'est pas mal quand même de petites étapes, mais on en reparlera après. Dans tous les cas, ce que je voulais vous montrer, ça c'est un des exemples que eux montrent. Donc, je vais zoomer un peu. Donc voilà, ça c'est un système bancaire avec pas mal de petites choses. Et ici, on a le composant principal donc, de la troisième couche là-dessus. Et si on regarde, on tombe sur un UML avec les différentes classes qui sont expliquées, les interactions entre chaque, etc., etc. Donc on peut aller jusque-là. Et donc, c'est là où ça devient intéressant, c'est que derrière, on peut dézoomer, revenir à la couche du dessus, puis la couche du dessus, pardon. Voilà. Et enfin, encore la couche du dessus qui est tout en haut. Et donc voilà, vraiment en zoomant comme ça, on peut aller vraiment très profond. Il y a un deuxième type de diagramme encore, qui est le diagramme dynamique, pour justement montrer des flux. Et ça, c'est intéressant aussi. Par exemple, ici, c'est pour le sign-in, pour montrer comment ça se passe. Alors, je vais essayer de zoomer un peu plus pour que vous puissiez bien voir. Et là, malheureusement, la frame est assez petite. Donc, je peux pas... Ou peut-être ça. Ah, c'est mieux. Ouais. Et j'ai perdu. Je peux plus faire play. C'est pas ouf. Tac, je vais rezoomer un peu. Est-ce que ça va? Vous voyez à peu près dans le fond? Ça va? Là, si je fais play, vous pouvez voir qu'ici, on a des numéros. Donc, si je fais play, ça va animer finalement l'ordre des flux pour pouvoir les voir. Et donc ça, en termes de doc, c'est quand même assez cool. Quand vous documentez notamment sur du signing, du SSO, ce genre de choses, pouvoir voir les flux, c'est quand même pas mal. Parce que parfois, ça peut être très complexe.
Et encore une fois, vous le voyez là, c'est un petit exemple, mais dès lors que vous avez beaucoup de briques différentes, très distribuées en microservices qui sont éclatés, bah, c'est quand même pas mal de voir l'ordre des flux pour pouvoir comprendre comment ça se passe. Et ça, encore une fois, c'est juste une déclaration. On va mettre des numéros d'ordre sur les relations, et d'ailleurs, ça fonctionne tout seul. Voilà pour ça. Et la dernière chose que je voulais vous montrer sur de la démo, c'est que bah, ça, c'est bien gentil. Donc, si on reprend notre exemple, par exemple celui-ci, c'est très mignon. On a ça, mais maintenant, comment est-ce qu'on maintient ça dans une doc qui est statique? Parce que bah, là, c'est quoi? Je fais un export en PNG, je le mets dedans, et puis bah, après, il faut le maintenir, quoi. Bah, l'idée, c'est que pour ceux qui utilisent des docs dynamiques, donc par exemple, nous, on utilise Notion chez Semeya, en fait, on peut importer des frames et de fait directement mettre le lien. Donc, il faut juste gérer l'authentification, mais on peut mettre le lien directement de la frame qui va permettre de montrer ça directement. Par exemple, ici, j'ai fait une petite doc pour expliquer comment ça marche quand même, tout ce petit système. Et ben, je vais pouvoir, dans l'intro, mettre mon petit diagramme qui est là. Et en fait, ça, c'est une frame. Donc là, je suis sur Notion, pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai la frame qui embarque. Donc ça, c'est l'exemple qui est sur Internet, parce que je n'ai pas hosté le mien. Mais j'ai le diagramme qui est là. Je vais pouvoir zoomer dedans et aller voir directement l'ensemble des choses. Et donc, dans la doc, on peut avoir une doc interactive qui va nous permettre de zoomer là-dessus. Et donc là, je peux encore zoomer. Donc là, c'est sur API Application. Et ensuite sur Mainframe. Donc on a vraiment l'ensemble des couches qui sont définies et on peut aller très loin. Et donc ça de manière dynamique. Donc là, encore une fois, bah, si vous avez un schéma d'infra que vous n'avez pas envie de maintenir à chaque fois, faire des exports PNG, etc., c'est juste une frame à mettre et ça marche tout seul. Et quand même un bel avantage. C'est tout pour la démo. On va reprendre un petit peu les slides. Donc enfin, l'outil ultime, eh ben, encore une fois, ça dépend. Donc je ne vais pas vous mentir. Il y a des très belles choses. En tout cas, nous, on a trouvé un peu l'usage chez Semeya, en tout cas sur la partie infra, pour représenter tous les différents composants. Nous, on travaille dans la santé, donc on est connecté à plein de gens, plein d'hôpitaux, à plein de systèmes d'information. Et du coup, c'est dur de voir comment tout ça évolue et d'avoir un peu une vision très large. Et avec ça, on réussit pour le moment à avoir vraiment ce visuel. On peut l'avoir et ça nous sert pas mal, notamment côté business, pour comprendre l'ensemble des flux qui sont dans nos applications. Et nous, derrière, pour expliquer comment sont déployées nos infrastructures. Donc aujourd'hui, on n'a pas encore été trop sur la couche numéro 3, on est vraiment sur la 1 et 2. On n'a pas été sur la couche 3, donc celle qui permet de préciser les composants logiciels, donc les contrôleurs, ce genre de choses. On n'y a pas encore été, mais on va essayer. C'est des travaux qui sont en cours. Pas mal de ces meilleurs, c'est le boulot qui arrive. On va essayer de voir si ça marche. C'est pas dit. Peut-être ça ne marchera pas, mais peut-être qu'on peut trouver des use cases. Donc l'outil ultime, pas vraiment. Ça dépend de vos usages. Mais en tout cas, il y a peut-être plein d'usages qui vont être regroupés sur un seul outil. Et c'est peut-être déjà une première chose, une bonne première marche. Donc d'avoir à la fois 4 diagrammes d'infra d'un côté, des diagrammes business de l'autre, où tout ça, c'est très dur à maintenir. Les avantages. Pour faire un peu le bilan, premièrement, pour nous, en tout cas, dans ce qu'on a vu, c'est que c'est extrêmement efficace pour des systèmes distribués. Vous l'avez vu, on déclare très facilement plein de modèles. Les relations sont très simples aussi. Et donc, on peut très vite avoir un visuel qui est très sympa. L'auto-layout, évidemment, c'est limite. Donc, très vite, ça devient un plat de spaghetti. Donc après, il y a pas mal de travail pour réordonner tout ça et réussir un peu soit grouper les choses de manière métier, soit réussir à avoir un visuel qui se comprend. Mais en tout cas, ça marche bien, dans notre cas. On a également des vrais avantages sur les usages inter-équipes, parce que du coup, chaque équipe peut avoir ses composants. Et donc nous, en l'occurrence, on a des personnes qui s'occupent des relations avec les DSI externes, etc. etc. Et l'idée, c'est de pouvoir lui mettre dans les mains et qu'il ajoute au fur et à mesure et qu'il puisse documenter ça et maintenir ça. Et comme ça, nous, sur tous nos schémas, ça se mettra à jour. L'idée, c'est que derrière, aussi les devs puissent aller jusque-là. Mais encore une fois, il faut voir si ça répond vraiment à la problématique. Le diagramme as code et donc la séparation des modèles et des vues, ça marche assez bien. Je pense que vous l'avez vu. Avec les différentes vues, on peut très vite représenter des choses supplémentaires, très facilement, sans duplication. Au final, on a un diagramme technique, puisque ça, à la base, c'est quand même fait pour de la technique, qui est lisible par le métier. Ça, c'est chouette. Le petit plus qui est de pouvoir avoir l'infra déployé, ça, c'est vraiment chouette. En tout cas pour nous, parce que c'est cool d'avoir cette vue business et ainsi de suite. Mais si on peut vraiment définir comment ça s'est déployé avec le même outil, c'est vraiment top. Et les embeds, notamment pour avoir des docs dynamiques, ça, c'est vraiment cool. Des inconvénients, il y en a aussi. Déjà, si vous êtes dans un contexte très simple où il y a peu d'interaction avec l'extérieur, il y a assez peu d'intérêt. Parce que c'est notamment c'est vraiment cet aspect qui est très intéressant.
La quatrième couche, donc la couche code, pour moi est encore assez limitée. Je l'ai pas encore beaucoup utilisé, hein, comme je l'ai vu, donc je critique un peu sans l'avoir testé. Mais en tout cas, voilà, ce use case de on va donner des images et donner un peu des choses comme ça à consommer, ça rend pas les choses évidentes, même si de ce que j'ai pu lire, il y a pas mal de boîtes qui ont trouvé leurs usages, et notamment dans la CI, justement utiliser tous les outils de documentation dans le code, que ce soit par exemple des documentations d'API, ou bah, pour un contrôleur, ils vont documenter, enfin ils vont générer une image, par exemple du Swagger ou quelque chose comme ça, pour automatiquement, ils vont mettre dedans, et comme ça, quand on double-clique sur un contrôleur, on voit toutes les API et toutes les routes qui sont disponibles. Et donc du coup, on a un peu une modélisation sur, on voit tel contrôleur et on clique dessus et on voit toutes les routes qui sont possibles. Donc ça peut être sympa, mais encore une fois, c'est du tooling, c'est des choses à mettre en place. Donc c'est pas gratuit comme tout le reste des features qui sont quand même assez cool. Et les diagrammes de flux qui peuvent être complexes entre applications. Nous, c'est principalement Cache et Semeya, et c'est là où je pense qu'on aura, on aura atteint les limites. C'est que bah, si on a des flux entre peu de composants, ça peut bien se faire, mais si on a des flux complexes avec des composants de très haut niveau notamment, donc nous avec des décis qui sont extérieurs, bah, ça devient très compliqué. Ça devient assez compliqué, et donc on va le tester, on l'a pas encore fait, on va le tester, voir voir ce que ça va pouvoir donner, mais je suis pas très optimiste. Donc voilà pour les inconvénients. Et si on allait encore plus loin? Donc là, ce sera un petit peu la conclusion de ça. Je me lève, c'est un peu navrant. On a notamment des outils qui vont un peu plus loin que ça, que j'ai pas testé, mais je vais juste vous en lister deux, parce que je sais pas s'il y avait des gens qui étaient à Cloud Toulouse la semaine dernière. Personne, bah c'est cool, il n'y aura pas de duplication comme ça. On a eu un talk en fait sur un outil qui était assez intéressant, qui était présenté par leur CTO, donc c'est pas une pub, je suis pas sponsorisé, mais qui reprenait pas mal de ces choses-là. Et notamment, il y a deux problématiques que je vais vous présenter à travers ces deux outils. La première, c'est, ok, donc on modélise toute notre infrastructure, décomposant des choses, mais à la fin, combien ça coûte? Parce que c'est bien gentil, mais du coup, derrière, comment on estime les coûts? Si ça, on avait un moyen de répondre à cette question, ce serait quand même sympa. Et la deuxième question qui commence à être dans l'air du temps, qui est de plus en plus demandée par des clients, je sais pas vous, mais nous ça arrive, ça commence à arriver et toutes les boîtes commencent à s'y mettre pour l'impact RSE, et notamment un peu le GreenOps, c'est quelle est l'empreinte carbone de cette infrastructure. Et donc du coup, il y a de plus en plus d'outils qui commencent à se mettre, à se développer pour réussir à estimer ces deux choses-là. Le coût, notamment si vous êtes chez des hyperscalers type AWS, vous voulez dire, bah, si on migrait vers GCP ou Azure, combien ça nous coûterait? Est-ce qu'on paierait moins cher, plus cher ou autre? Et enfin, bah, l'empreinte carbone s'il y a besoin. Et en l'occurrence, donc c'est un talk qu'on a eu à Cloud Toulouse, d'un outil qui s'appelle Exoway, qui reprend exactement le principe que je vous ai montré, c'est-à-dire on va décrire son infrastructure dans un soft, donc là c'est leur soft à eux, et on va pouvoir utiliser des briques qui à la fin vont nous donner, on peut le voir en bas à droite, l'impact carbone. Donc pour ça, il expliquait, c'est assez long, mais il expliquait bah, qu'il récupérait toutes les données à la fois des fournisseurs, toutes les données qui étaient publiques, et qu'ensuite ça s'affinait sur les usages réels, etc. etc. C'est assez compliqué comme calcul, évidemment avec sa part d'approximation et tout ce qui va avec. Et également bah, le coût du cloud, selon le provider. En l'occurrence, ici, on peut choisir directement le provider chez qui on veut être, et ensuite, il nous donne le coût. Pour autant, bah, ok, on va designer notre infra, mais le C4 modèle, il est où là-dedans? Et justement, en discutant avec leur CTO qui était là, il nous disait qu'ils étaient en train de développer justement, d'adapter leur outil pour pouvoir faire du C4 modèle dedans, directement. Et du coup, ce soit le principal outil pour faire de la doc, et qui derrière donne à la fois l'impact carbone, pardon, et le coût du cloud. Donc, ce qui rend quand même le truc assez stylé. Et juste une mention pour Olori, c'est des Toulousains qui font à peu près la même chose. Et donc, je les mentionne, mais c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas l'empreinte carbone, mais il y a au moins l'estimation du coût, où là, vous déclarez votre infra de manière assez haut niveau, et vous disent combien vous paierez si vous alliez chez quelqu'un d'autre, ou ce genre de truc. Et derrière, pour ceux qui font un peu d'infra, ça génère aussi tout seul des fichiers Terraform pour de tout déployer en quelques commandes. C'est là aussi où il y a un petit intérêt. Pour aller plus loin, je voulais juste mentionner deux talks à Devox. Donc il y a le talk de Simon Brown, donc himself, créateur du truc, qui présente ça sur à peu près un format d'1 heure, justement avec des exemples et qui explique un peu toute sa vision. Également un talk de Jérôme Gauthier à Devox 2024, dont qui nous a fait découvrir parce qu'on y était. C'est lui qui nous l'a fait découvrir et c'était vraiment super intéressant.
Donc, bah, merci à lui. Et en termes de doc, il y a beaucoup de docs dessus, à la fois sur ces 4 modèles et sur Structurizer, les 2 outils. C'est vraiment très bien documenté, il y a beaucoup de choses, donc c'est assez cool. Et si jamais vous avez besoin d'aide, ChatGPT connaît un petit peu, ça peut aider. Y a-t-il des questions? Et merci pour votre attention. Niveau organisation, où est-ce que vous hébergez ça du coup? Est-ce que vous avez un repo GitHub ou est-ce que c'est à côté de votre code? Et au process, comment vous faites pour vous assurer que c'est maintenu et que ça. Pas encore fait. Donc, tout simplement, on va voir, enfin là, on fait vraiment des tests pour voir est-ce que ça fonctionne sur nos workflows, est-ce que ça marche bien pour nous. A priori, la réponse est oui sur la partie infra et plus haut niveau, mais c'est pas du tout encore industrialisé. Enfin vraiment, on l'a vu à Devox il y a 1 mois et demi, quelque chose comme ça, 1 mois et demi, 2 mois. On teste depuis 3 semaines, 1 mois, et donc c'est vraiment assez récent. Et derrière, si effectivement ça fonctionne bien, bah, il y a la version on-premise qu'on va pouvoir installer, et ensuite on verra comment ça fonctionne. Donc, ouais, tout ça, ce sera sur un repo Git. On verra comment on s'organise. J'avoue que je sais pas encore. Ouais. Thomas, vas-y, t'avais les en premier. Bah, moi, enfin, en tout cas, alors, un des intérêts, et c'est un des gros points que le fondateur mentionne dans son talk, je ne l'ai pas mentionné ici, mais c'est la capacité à, de manière rétroactive, représenter des infras qui ont déjà été faites. Et nous, par exemple, c'était le cas. On a déjà une infra qui est montée avec beaucoup de choses, et on n'avait plus de diagramme qui montrait vraiment comment tout ça c'était. Et en fait, pour le faire, bah, c'était assez vite. En 1 heure et demie, 2 heures, bah, tu as lissé tous tes composants, tous tes modèles. Le plus gros du taf, ensuite, c'est d'avoir les bonnes relations et de réussir à pointer les bons modèles vers les bons, et ensuite faire un peu de design. Mais en fait, tu peux vraiment très facilement faire de la rétrocompatibilité. Donc, y aller trop tôt, ça n'a pas forcément d'intérêt. Trop tard, ça se fait très facilement. C'était notre cas, par exemple. Ça se fait très bien. Donc, finalement, c'est pas vraiment trop tard, c'est à point. Et ensuite, ouais, sur l'équilibre, bah, moi, enfin là, par exemple, je l'ai vu, tu vois, pour préparer le talk, bah, la plus grande difficulté, c'est d'avoir un exemple où il y a quand même pas mal de relations. Parce que sinon, bah, tu as peu d'intérêt à utiliser ce genre de choses. Donc, c'est quand tu as pas mal de relations où ça devient très intéressant. Et plus tu as de relations, et plus vraiment l'intérêt est exponentiel, quoi. Donc, c'est là où c'est dur de juger, mais dès que tu as pas mal de relations externes déjà par rapport à ton système, si tu as des fournisseurs sur lesquels tu dépends, bah, je pense que c'est top. Ne serait-ce que pour voir l'impact en cas d'incident ou ce genre de choses. Tu vois très vite les liens qui peuvent couper et casser ton SLA ou ce genre de choses. Voilà. Ouais. Bah, c'est déjà un premier pas, effectivement. Après, dans ce genre de cas, c'est peut-être pas enfin, la silver bullet. Il y a peut-être d'autres outils qui peuvent très bien fonctionner aussi. Mais vraiment, plus tu as de relations et plus ça fonctionne bien. Ouais, Sofiane. Ah, complètement, ouais. Je vais vous le montrer. Tac. Bah, par exemple, là, voilà. Tu fais ce que tu veux, quoi. Donc, si par exemple, les SMS, enfin les providers, je vais les mettre de l'autre côté, je peux le faire. Et derrière, bah, par exemple, là, hop, je peux tout aligner. Et voilà. Celui-là, par exemple, si je veux les aligner tous les deux, je peux le faire aussi. Enfin, pardon, c'est celui-là. Voilà. Donc ça fonctionne vraiment très bien pour le style, c'est cool. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. C'est le petit fichier en JSON qui est là, ouais. C'est celui-là qui est dur à lire. Je ne sais pas le lire, mais qui est là. Ouais, exactement. C'est complètement autogénéré. Ouais, ça peut être. Ouais, je l'ai fait pas mal de fois. Complètement. Ouais. Ouais. Euh, Bah, c'est un peu la question. En général, oui. J'ai envie de dire oui. Après, il y a d'autres outils qui existent. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y en a un. Alors, comment il s'appelle? Euh, je l'ai dans ma presse, dans les outils. C'est quoi, Guillaume? Icebox, ouais, merci. T'es dans ma tête. Hop. Ouais. Attends. Non, c'est Icepanel.
qui est celui-là. Donc vous voyez déjà, l'interface c'est très léché, c'est très joli, et c'est pour ça que c'est très cher. Globalement, vous voyez là, il y a des exemples directement qui vont se lancer. On a quelque chose de vraiment très visuel, et surtout, là où ça va être intéressant, je voulais pas trop monter sur Structurizer, on a aussi la possibilité, mais c'est beaucoup moins joli, beaucoup moins pratique, c'est qu'on va pouvoir, ça auto-reload, c'est qu'on va pouvoir notamment afficher les différentes technos. Donc quand vous avez des grandes infras, vous allez pouvoir, par exemple, filtrer par techno que vous voulez. Donc par exemple, s'il y a des choses sur GCP, vous allez pouvoir les mettre en avant. Il y a des choses voilà, sur Sentry, et donc pouvoir taguer par techno, également par tag, ça on peut aussi le faire dans le reste. Mais alors là, je ne sais pas à quel point ça joue, je ne vois pas. Ah là, peut-être que j'en ai pas ici, tout simplement. Attendez, je vais prendre la démo du dessus. Si je prends un e-commerce par exemple. Donc là, on voit d'autres choses. Ah non, non, ça là, ouais. Ici, il définit juste les tags. Et donc derrière, pour filtrer, ça va être où? Voilà. Ici, par exemple, on peut voir directement les différentes technos par couleur. Ça, c'est intéressant. Et les différents statuts, donc Future, par exemple, qui est là, Live ici, pour voir justement si vous faites des grosses migrations d'infra, bah, vous pouvez vous tenir un peu en temps réel et voir visuellement comment ça se passe. Et encore une fois, qu'avec de la déclaration, donc c'est assez cool. Je n'ai pas du tout utilisé, mais juste la démo donne envie. Mais je vous déconseille d'aller dans la page pricing. Ouais, exactement. J'ai vu qu'on pouvait faire des imports. Et donc, du coup, j'imagine que ça doit pouvoir fonctionner. J'ai pas testé. Ouais, c'est ça. Clairement, clairement. Et alors, je sais qu'on peut faire des imports. J'ai vu ça un peu partout. Donc, ça peut valoir le coup de tester pour ce genre de choses. Ouais, ouais. Bah, honnêtement, je pense que c'est assez peu connu. Le premier talk Devox donc, du créateur date de décembre 2023, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est très récent. Après, je sais pas si l'outil Structurizer existait déjà bien avant. Je sais pas du tout, j'avoue. Il y a peu de gens qui l'utilisent. Je pense qu'on peut pas, c'est pas faire un affront à la techno que de le dire. Parce qu'il y a peu d'exemples en ligne de gens qui montrent une infra, par exemple open source ou quoi que ce soit, qui le montrent avec ça. Il y a très peu de choses. Donc ouais, je pense que c'est assez jeune, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Donc c'est assez cool.